Bienvenue sur IFSI Réussite. Aujourd'hui, on travaille un sujet IFSI où il faut argumenter, justifier et citer juste les définitions. Pas de métaphore ni d'image dans cette vidéo. On se concentre sur les mots-clés attendus, les étapes exactes et les définitions à connaître. Aujourd'hui, on analyse le sujet de l'UE 2.10 du semestre 1, Infectiologie Hygiène, sorti en janvier 2023 à l'IFSI Grand Lille. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Commençons par la partie 1. L'accident d'exposition au sang, AES. Imagine la scène. Tu es étudiant en soins infirmiers, en fin de poste, dans un service de chirurgie orthopédique. Tu ranges la salle de soins, tu manipules un sac d'acerie et soudain, une douleur à la main. Tu saignes. L'infirmière te dit calmement, tu viens de faire un AES. Et là, tout ce que tu as appris en cours revient en tête. Qu'est-ce qu'un AES ? AES veut dire accident d'exposition au sang. C'est tout contact avec du sang ou un liquide biologique qui contient du sang, pouvant comporter une effraction cutanée comme une piqûre ou une coupure, une projection sur une muqueuse, œil, bouche ou sur une peau lésée. On parle aussi d'AES lorsqu'il y a exposition à certains autres liquides biologiques à risque, comme le liquide céphalorachidien ou les sécrétions génitales. Ce type d'accident n'est jamais anodin. Il expose à des micro-organismes pathogènes présents dans le sang, comme les virus du VIH, du VHB, l'hépatite B, ou du VHC, l'hépatite C. C'est donc un risque professionnel majeur pour tout soignant. Et les DASRI, c'est quoi exactement ? Tu te souviens du cours sur les déchets de soins ? DASRI, c'est l'acronyme de déchets d'activité de soins à risque infectieux. Ces déchets ont été en contact avec du sang, des liquides biologiques ou des produits contaminés. Ils présentent donc un risque infectieux réel. Les sacs DASRI sont jaunes, rigides ou non, selon leur contenu. On y met par exemple des pansements souillés, des compresses, des gants contaminés ou encore des poches de sang. Mais attention, les aiguilles et les objets piquants ou tranchants ne vont jamais dans ces sacs. L'aiguille, le vrai danger. Quand tu t'es piqué, c'est qu'une aiguille mal éliminée se trouvait dans le sac. En réalité, ces objets doivent être jetés immédiatement après le soin dans une boîte OPCT, objet piquant, coupant, tranchant. C'est la fameuse boîte jaune rigide, à proximité immédiate du soin. Elle doit être ouverte pendant le geste, puis fermée pour le transport. On ne recapuchonne jamais une aiguille. On ne la désadapte pas. On ne fouille pas un sac DASRI. C'est la précaution standard numéro 4, la prévention des AES. Si tu avais appliqué cette précaution, tu aurais minimisé ton risque en ne manipulant pas directement les sacs DASRI, en portant des gants adaptés et surtout en n'ouvrant jamais ou ne trifouillant pas un sac contenant des déchets contaminés. Que faire tout de suite après un AES ? Le mot d'ordre, agir vite. Dès la piqûre, tu dois rincer abondamment à l'eau courante, sans retarder, puis désinfecter avec un antiseptique, par exemple la bétadine dermique ou un autre produit à base d'iode, ou du daquin, par exemple. Il ne faut pas faire saigner la plaie ni la comprimer. Ensuite, préviens immédiatement ton encadrant ou l'IDE référente. Une déclaration d'AES doit être faite et tu dois être pris en charge par le médecin du travail ou les urgences dans les heures qui suivent. Des sérologies seront faites pour vérifier ton statut, hépatite B, C, VIH et celui du patient source si possible. Un traitement préventif peut être proposé, notamment contre le VIH, à commencer dans les 4 heures maximum.
Les risques encourus. Le principal risque, tu l'as compris, c'est la transmission de virus par le sang. 3 virus sont surveillés en priorité. Le VIH, le VHB et le VHC. Le VIH entraîne le sida, une infection grave mais aujourd'hui bien prise en charge. Le VHB et le VHC provoquent des hépatites chroniques qui peuvent évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie. C'est pour cela que la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour les soignants. C'est notre meilleure protection. En résumé, un AES, c'est une urgence professionnelle. Il faut prévenir immédiatement, désinfecter, déclarer et suivre la procédure médicale. Mais surtout, l'idéal, c'est d'éviter que cela se produise, en respectant scrupuleusement les précautions standards. Hygiène des mains, port de gants, élimination sécurisée des déchets et vigilance permanente. Sujet 2. La gale, précaution et prise en soin. Imagine, tu arrives le matin dans ton service de sevrage alcoolique. Tu t'occupes de Monsieur X, 80 ans, hospitalisé pour dépendance à l'alcool. En entrant dans sa chambre, tu remarques qu'il se gratte sans arrêt, surtout entre les doigts et au poignet. Et tu observes de petites vésicules perlées. Le diagnostic tombe. C'est la gale. D'abord, de quoi parle-t-on ? La gale est une maladie parasitose due à un petit acarien, le sarcopte, qui creuse des sillons dans la peau pour pondre des œufs. Elle provoque des démangeaisons intenses, surtout la nuit, et des lésions de grattage, souvent situées entre les doigts, au poignet, autour du nombril ou des fesses. Ce n'est pas grave, mais c'est extrêmement contagieux. Quelles précautions appliquer ? La gale se transmet par contact direct, peau à peau, ou indirectement, par le linge, les draps ou les vêtements. Donc ici, on parle de précautions complémentaires contact, en plus des précautions standards qui s'appliquent à tous les patients. Les précautions standards, tu les connais. Hygiène des mains, port de gants si risque de contact avec liquide biologique, port d'équipement de protection si risque de projection, tenue propre et bonne gestion de l'environnement. Mais face à la gale, on ajoute les précautions contact pour éviter toute transmission via les surfaces, le linge ou le matériel. La toilette de Monsieur X, ton équipement. Avant d'entrer, tu prépares ton équipement de protection individuelle. Tu enfiles une surblouse à manches longues, des gants et un masque chirurgical, en cas de toux ou de grattage intense avec dispersion de squame. Tu t'attaches les cheveux, tu enlèves tes bijoux, bref, tu appliques les prérequis d'hygiène professionnelle. Pendant la toilette, tu fais attention à limiter le contact prolongé. Tu respectes la pudeur du patient et tu expliques toujours ce que tu fais. C'est essentiel pour maintenir une relation de confiance, même en situation d'isolement. En sortant, tu retires ton tablier et tes gants dans la chambre. Tu les élimines dans le sac d'acerie jaune, puis tu fais une friction hydroalcoolique soigneuse. C'est la clé. L'hygiène des mains avant et après tout contact avec le patient ou son environnement. Et le matériel, la gale, c'est rusé. Les parasites peuvent survivre 24 à 72 heures sur les tissus. Donc, tout le matériel utilisé par Monsieur X est considéré comme potentiellement contaminé. Le thermomètre, le tensiomètre, la bassine, tout doit être désinfecté immédiatement après usage ou réservé aux patients pendant toute la durée du traitement. Le linge, quant à lui, doit être traité avec soin. Il est mis dans un sac hydrosoluble
puis laver à 60 degrés minimum pour tuer les acariens et leurs œufs. Les objets non lavables, comme un coussin ou un manteau, peuvent être isolés dans un sac fermé 72 heures, le temps que les parasites meurent. Et si la famille vient le voir, l'après-midi, sa fille arrive pour lui rendre visite et souhaite récupérer du linge. C'est ici que ton rôle d'étudiant devient éducatif. Tu lui expliques calmement que la gale se transmet facilement, mais qu'il suffit d'appliquer les bons gestes, comme laver tout le linge, draps, serviettes, vêtements, à 60 degrés, isoler pendant 3 jours, ce qui ne peut pas être lavé, traiter l'entourage en même temps que le patient avec une crème antiparasitaire prescrite par le médecin, et surtout désinfecter les surfaces en contact fréquent, comme le lit ou les poignées de porte. Tu peux même lui rappeler que la gale n'a rien à voir avec la saleté. C'est une infection cutanée très fréquente, surtout en collectivité. À retenir pour l'examen, pour la gale, pense toujours à cette logique. Contact égale protection plus isolement plus désinfection. Tu ajoutes les précautions complémentaires contact aux précautions standards. Tu gères le linge et le matériel et tu accompagnes le patient et sa famille avec bienveillance et explication. C'est tout ça, être un futur infirmier professionnel, sécurisant et pédagogue. Passons maintenant au sujet 3. La grippe, transmission, précaution et bonnes pratiques. Imagine que tu arrives dans ton service de cardiologie. Pendant les transmissions, on t'annonce que Monsieur Y est infecté par la grippe. Il tousse, il a de la fièvre, des courbatures, il est fatigué. Et pour ne rien arranger, il partage sa chambre avec Monsieur Z, qui commence lui aussi à éternuer et à tousser. Tu comprends vite, la grippe a commencé à se propager. Comment se transmet la grippe ? La grippe est une infection virale due au virus influenza, qui se transmet par voie respiratoire, c'est-à-dire par les gouttelettes projetées quand une personne tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes contiennent le virus et peuvent contaminer une autre personne dans un rayon d'environ 1,50 m. On parle de transmission directe par inhalation, mais aussi indirecte par les mains ou les objets contaminés, poignets, stéthoscope, thermomètre. Faut-il isoler les patients ? Tu te demandes s'il faut mettre Monsieur Y et Monsieur Z en chambres séparées. Eh bien non, ici, ils ont le même virus, donc ils peuvent rester ensemble en chambre double. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'ils contaminent d'autres patients. Donc on limite les visites, on renforce les précautions d'hygiène et on applique des précautions complémentaires gouttelettes. Les précautions de base, les précautions standards. Avant toute chose, on applique les précautions standards, c'est-à-dire les règles d'hygiène pour tous les patients, tout le temps. Elles reposent sur l'hygiène des mains, le port d'équipements adaptés, gants, masques, tabliers selon les soins, et la gestion rigoureuse du matériel et de l'environnement. C'est la base pour éviter les transmissions croisées entre patients. Les précautions complémentaires gouttelettes. Mais dans le cas de la grippe, on ajoute des précautions gouttelettes. Ça veut dire quoi concrètement ? Dès que tu entres dans la chambre, tu portes un masque chirurgical. Tu le changes entre deux patients, tu évites les contacts inutiles et tu gardes une distance de sécurité d'au moins 1 mètre, quand c'est possible. Si le patient tousse, tu lui proposes un masque chirurgical et tu lui expliques qu'il doit tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique ou dans le creux de son coude, puis se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique, chat,
C'est ce qu'on appelle l'hygiène respiratoire, qui est d'ailleurs devenue la précaution standard numéro 3 depuis les nouvelles recommandations. Prendre l'attention de Monsieur Z, les bons gestes. Avant d'entrer dans sa chambre, tu fais une friction chat sur main propre et sèche. Tu mets ton masque chirurgical et tu prépares ton matériel. Pendant le soin, tu évites tout contact inutile avec l'environnement. Tu prends la tension en respectant les gestes doux et précis sans t'approcher trop du visage. Quand tu as terminé, tu désinfectes le brassard et le stéthoscope. Avec un produit adapté, tu retires ton masque et tu refais une friction chat en sortant. Simple, rapide, mais essentiel. Chaque geste d'hygiène est une barrière de sécurité invisible entre toi, le patient et les autres. Et quand le patient doit sortir du service, Monsieur Y doit aller en radiologie pour une radio thoracique. Tu penses immédiatement au risque de transmission en dehors de la chambre. Avant de partir, tu lui fais porter un masque chirurgical, tu avertis le service de radiologie qu'il s'agit d'un patient grippé et tu t'assures qu'il se frictionne les mains avant de sortir. Tu limites les contacts pendant le transport et tu désinfectes tout matériel utilisé. Bref, tu penses à la chaîne de soins, dans sa globalité, pas seulement à ta chambre. En résumé pour l'examen, quand tu penses grippe, retiens 3 mots. Gouttelette, hygiène, prévention. La grippe se transmet par voie respiratoire, donc on applique les précautions standards plus les précautions complémentaires gouttelettes. On protège le visage, on désinfecte le matériel, on enseigne les bons réflexes respiratoires aux patients et on évite les contacts inutiles. Et surtout, souviens-toi, l'infirmier n'est pas seulement celui qui soigne, c'est aussi celui qui protège, prévient et éduque. Tu viens d'écouter une vidéo IFSI Réussite spéciale UE avec argumentation. Ici, chaque mot compte. C'est du contenu précis et argumenté avec les définitions à connaître. Ces vidéos sont faites pour t'aider à rédiger ce qu'il faut pour répondre exactement à la question posée. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.